Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 8ème édition de Hit & Roll. Comme chaque semaine, nous allons faire un récap des derniers affrontements en Wargaming Gold League Europe. Vous présenterons une des équipes du tournoi, une interview exclusive et pour terminer, la plus belle bataille de la semaine. Toujours dans Hit & Roll. Ce soir, nous allons démarrer avec notre rubrique What's Up et un bref récap de la 8ème et avant-dernière semaine de la Wargaming Gold League Europe. Nous enverrons juste après avec les news et la présentation de la nouvelle version du FV4202. Nous aurons ensuite dans le viseur les Synergies, une équipe russo-ukrainienne qui a rejoint la Gold League la saison dernière. Toujours dans le viseur, nous aurons avec nous le responsable e-sport de Wargaming Europe qui est venu répondre à quelques questions. Dans tant qu'à faire, nous lancerons le nouveau concours de cette semaine. Enfin, nous clôturerons l'émission comme à notre habitude en compagnie de Pupa Jim et du meilleur replay de la semaine. La dernière ligne droite est lancée. De 12 au départ, il ne restera à la fin de la semaine prochaine plus que 6 équipes, les 6 meilleures de la saison régulière de la Wargaming Gold League. Il ne reste donc plus que 12 matchs durant cette saison régulière et le classement n'est toujours pas défini. Le top 2, directement qualificatif aux playoffs, se joue entre Tornado Rocks, Ding, Oops et les Wombats, tandis que les autres luttent pour rentrer dans le top 6 afin d'espérer aller aux playoffs par le tournoi de pré-playoff. Parmi ces équipes, Synergy fait figure d'outsider pour intégrer ce top 6. Ils ont effectué une bonne seconde partie de saison, et le calendrier peut leur permettre de jouer directement pour la 6ème place, à condition de gagner contre Rusty Ruster. Sur Himmelsdorf, Synergy attaque par la colline, et malgré une bonne temporisation de Rusty Ruster, ils gagnent la première bataille et leur défense est suffisamment solide pour prendre l'avantage 2-0 avant d'aller sur Step. Rusty Ruster n'arrive pas à trouver un bon angle d'attaque, mais Synergy joue parfaitement le coup en prévoyant la défense adverse et en forçant la capture à l'est, malgré la présence d'une artillerie en face. Rusty Ruster n'a plus le droit à l'erreur sur Prokhorovka, mais Synergy est Synergy, à savoir une équipe capable du meilleur comme du pire. À cause d'une capture vicieuse de Rusty Ruster qui les prend au dépourvu, et du catch de leur arty sur leur attaque, Synergy perd les deux batailles et doit se diriger sur Village Fantôme pour finir le match. Ils choisissent la capture au nord, mais Rusty Ruster réussit une décape à la dernière seconde et retourne le fight pour recoller 4-3. Sur leur défense, Synergy décide d'y aller au frontal, vu qu'ils sont en difficulté stratégiquement parlant. Le brawl d'entrée est gagnant, et ils capitaliseront dessus pour finir ce match. Comme d'habitude avec Synergy, ce fut compliqué, mais ça passe pour eux, avec cette victoire 5-3. Les deux prochaines équipes luttent pour deux objectifs différents. Oops, de Two Girafes doit gagner pour rester dans le top 2 et aller directement à Cologne, tandis que Knekebrod veut accrocher le top 6 pour passer par le tournoi qualificatif. Oops commence par une victoire sur Step, avec une défense solide de leur part ne laissant aucune option à leurs adversaires. Néanmoins, ils n'arrivent pas à trouver la solution en attaque, et c'est sur un score de 1 partout que les deux équipes vont sur falaise. Que ce soit en attaque ou en défense, Knekebrod cherche à contrôler le maximum de terrain en encerclant leurs adversaires. Oops tente alors de pousser, mais soit ils se font mettre hors de position, soit ils se font burst. La composition aide pour Knekebrod, cela leur permet de mener 3-1 avant de se diriger sur Prokhorovka. Oops choisit d'attaquer à l'est, tandis que Knekebrod joue au niveau des rails à l'ouest. Les prises de fight ne sont pas idéales et le combat est équilibré jusqu'au décalage de Bratty qui fait 2 kills et donne la 4ème game pour Knekebrod. Leur attaque consiste en un rush cap est du fait de la prise de l'artillerie pour Oops et avec de bons blocages, elle réussit. Grosse contre-performance pour Oops qui perd 5-3 contre une équipe Knekebrod très efficace et qui a été au-dessus stratégiquement parlant. Ce résultat va obliger les équipes du milieu de classement à gagner leur match pour rester dans la lutte au top 6. Parmi eux, Utopia, la dernière équipe polonaise encore en lice pour le top 6 qui affronte Pentasport. Même si Penta est condamné à ne pas aller aux playoffs malgré leur statut de finaliste de la saison 1, ils ne déméritent pas en tenant au score sur Prokhorovka, Village Fantôme et Mine. Les actions sur Himmelsdorf reflètent ce match qui montre des actions plus que discutables et des sauvetages du fait d'actions personnelles. Pentasport en attaque tente la capture, puis un push sur leurs ennemis, mais le focus est mauvais et l'agression n'en est pas réellement une, permettant ainsi au char Utopia de leur tirer dessus par derrière. Concernant l'attaque Utopia, ils ont mis 7 minutes à effectuer leur offensive sur la base ouest,
en espérant d'éviter de se faire cancel, mais Veil fait le travail en sacrifiant son char pour son équipe et force le tiebreaker sur falaise. Utopia détruit d'entrée un tank et en endommage plusieurs, mais n'arrive pas à capitaliser sur cet avantage. Les bons catchs de Raging Potato et New Multishow remettent Penta sur les bons rails. Penta détruit le char sur la colline, puis force le cap, obligeant les derniers joueurs Utopia à venir et ils se font détruire. Cette victoire de Penta leur permet d'espérer être 7ème à la fin de la saison, ce qui leur permettrait de rester à coup sûr en ligue professionnelle la saison prochaine. Mais le niveau pour espérer cette place n'était pas vraiment là ce soir. En revanche, le prochain match est d'un tout autre niveau, entre les Tornado Rocks et les Wombat Tanks. Ces deux équipes visent le titre de champion à la fin de la saison et ont déjà montré un très bon niveau de jeu. Himmelsdorf est à l'avantage de Wombats, grâce à une très bonne attaque à l'ouest et au-delà de la capture, et à une défense qui encercle parfaitement Tornado Rocks qui souhaitait capturer la base nord. Ces derniers rétablissent le score sur Prokhorovka grâce à leurs joueurs stratégiques et à de très bons choix individuels sur les affrontements face à face. Sur mine, Diador se fait repérer et détruire rapidement avec son artillerie, et le bon travail de Just Cause donne l'avantage à Wombat Tanks sur leur défense, mais Tornado Rocks revient au score grâce à un brawl bien exécuté. Ruinberg est la 4ème carte, et la tentative d'attaque sur les fronts nord-sud échoue du côté de Wombat Tanks, et c'est sur une attaque classique au sud avec 2 chars au centre pour couvrir que Tornado Rocks perce la défense Wombat et gagne ce match bien aidé par Bishop qui avançait trop loin et qui se donne gratuitement à ses adversaires. Le match fut serré et c'est sur quelques erreurs individuelles que la bataille s'est jouée. Tornado Rocks gagne donc cette rencontre et avec leur dernier match contre Strong la semaine prochaine, ils sont pratiquement assurés d'aller directement au play-off grâce à cette victoire. Avec les défaites d'Oops et de Wombat Tanks, Ding peut faire la bonne opération de la semaine à condition de gagner contre Kaznakru. Le départ est bon pour Ding sur Step. L'attaque à l'est est passée après un catch et un bait sur la capture qui piège les Kaznakru. La défense Ding piège un char qui empêche la capture au nord en prenant leurs ennemis sur plusieurs fronts. Les Kaznas ne sont cependant pas à sous-estimer, ils tiennent le coup sur mine, où ils résistent à la tentative d'encerclement des Ding. Leur défense tient également le coup au temps, ramenant le score à 2-2 avant d'aller sur falaise. Kaznakru choisit d'attaquer à l'ouest, mais Ding tient le coup et contre-attaque efficacement, ce qui leur permet de repasser devant au score. Kazna choisit d'innover sur leur défense, avec 3 chars lourds qui montent à l'ouest tout en ayant des chars au nord, et cela marche contre l'attaque Ding. Ils prennent un avantage d'entrée qu'ils concrétisent par la suite en égalisant à nouveau 3-3 avant d'aller sur Himmelsdorf. Kazna effectue un début solide en attaque en prenant l'avantage en détruisant un char, mais ils se font prendre hors de position et n'arrivent pas à finir les chars ennemis. Ding garde 6 chars en vie, dont 5 one-shots pour leur victoire en défense. Leur attaque consiste en un rush sur la colline vers la base ennemie. Le brawl est remporté également par Ding qui gagne ce match et est bien parti pour rejoindre Tornado Rocks directement au play-off. Le dernier match de la semaine n'a plus vraiment d'enjeu du fait des résultats précédents. Out of Range ne peut plus faire partie du top 6, tandis que Strong Sima est condamné à la relégation. Néanmoins, Strong Sima réussit à avoir leur premier point en perdant au tiebreaker contre Out of Range alors qu'il menait 4-3. La semaine prochaine sera la dernière de la saison régulière et Tornado Rocks a de grandes chances de finir premier au classement. Ils n'ont qu'à gagner sans aller jusqu'au tiebreaker contre Strong Sima qui sont déjà relégués. Derrière, Wombat Tanks a encore 2 matchs contre Kaznakru et Oops. Ils ont leur destin entre leurs mains, mais Ding a encore des arguments à faire valoir et leur match contre Utopia ne devrait pas être très compliqué. Enfin, Nekebrod et Synergy s'affronteront la semaine prochaine pour la 6ème place qualificative, en sachant que la place de Kaznakru est déjà assurée. Comme je vous le disais il y a 2 semaines, Wargaming a dévoilé le marathon de mission à remplir du 15 au 29 février pour recevoir gratuitement la nouvelle mouture du FV4902, qui est maintenant un char premium de rang 8. La mission est en 2 parties. La première consiste à gagner au moins 750 points d'XP au cours d'une partie à bord du Centurion Action 10. Cette mission est très facile à remplir, à condition d'avoir le char dans son garage, mais doit être remplie 10 fois et ne peut être remplie qu'une seule fois par jour. Au final, il suffit donc de faire 1 ou 2 parties par jour pendant 10 jours sur 15 pour la remplir aisément.
La seconde mission consiste à infliger 450 000 points de dégâts à bord de chars de tir 8 à 10 sur 15 jours. Cette mission nécessitera évidemment un beau paquet d'heures de jeu, en fonction du char joué et de votre niveau. Mais comme elle est peu restrictive, vous pourrez la jouer à bord de vos chars favoris sans avoir le sentiment de grinder. La question qui se pose maintenant est « que vaut le char ?» Eh bien, le fait est que ce n'est clairement pas une foudre de guerre et que le rééquilibrage qu'il a subi en descendant du tier 10 au tier 8 a laissé des séquelles. Le FV4202 Premium a récupéré le canon Elite du Centurion 1, mais avec une précision qui passe de 0,33 à 0,35. Ça encore, c'est pas trop grave. Mais surtout, un temps de focus qui passe de 2,3 à 2,6 secondes, ce qui est franchement handicapant pour un médium. Le canon a tout de même une qualité, sa pénétration de 226 mm qui est très correcte pour son tiers et qui limitera le besoin de recourir à la munition premium. Pour ce qui est de la mobilité, le char est bridé à une vitesse max de 35 km/h, ce qui en fait le char moyen le plus lent du tier 8 et une véritable plaie en montée. Heureusement, il tourne encore assez bien sur lui-même, et ses valeurs de résistance au sol sont correctes, donc il atteint rapidement sa vitesse max, qui n'est de toute manière pas très élevée. Concernant son blindage, comptez sur un misérable 50 mm sur la caisse, qui vous assure d'être pénétré à chaque tir et d'être une cible privilégiée pour l'artillerie. La tourelle est meilleure, avec un blindage maximum de 170 mm, mais c'est trompeur car la majeure partie de la tourelle ne compte que 90 voire 60 mm d'épaisseur de blindage, certes très anglais. Comme sur les autres médiums anglais, la seule manière d'espérer bloquer des tirs est d'utiliser l'excellente dépression de -10 du char pour se placer en défilement de tourelle et optimiser son blindage. Cette technique sera très efficace contre des chars de tir égal ou inférieur, mais contre des chars de tir supérieurs, elle restera très dangereuse, du fait du temps de focus très long du char. Au final, ce char sera intéressant pour les joueurs de chars anglais qui ont déjà le Centurion Action 10, le pas de char premium. C'est l'occasion pour eux de récupérer gratuitement un char premium, grâce à ce qui est probablement la mission la plus accessible à ce jour. Pour les autres par contre, on ne peut pas dire que le char vaille le détour. De la même manière que d'autres équipes comme Tornado Rocks, Synergy a rejoint la Gold League la saison dernière. Ils sont passés par la Silver League et en remportant leur match durant le tournoi de relégation. Partant sur un mix russo-ukrainien, ils réussissent à se qualifier pour les playoffs en rentrant dans le top 6 à la fin de la saison 1. Mais ils se font violemment détruire par leurs adversaires en perdant lors de matchs sans remporter la moindre bataille durant ces derniers. En conséquence, la line-up a été profondément remaniée, en gardant suffisamment de joueurs pour rester dans les règles. Et sur les 8 joueurs présents la saison dernière, seuls 4 sont restés. Artem Rosenko, alias Stalker EU, remplit plus un rôle de manager actuellement, alors que c'était un très bon joueur. Ivan Kuntsenko, alias John Corleone, est dorénavant le capitaine de l'équipe. Les deux derniers joueurs sont Andrei Mihailov, alias Mirilov, et Vladimir Sobolev, qui était connu sous le pseudo de Winnie the Pooh, et qui est devenu Merkzy depuis cette saison. Ces 4 joueurs avaient démontré de belles capacités la saison dernière, et c'est encore le cas pour ces 3 derniers de cette nouvelle saison. Avec les 8 nouveaux arrivés depuis le début de la saison 1, il était quasiment impossible de savoir où cette équipe allait se situer durant cette saison. Néanmoins, elle ne paraissait pas aussi forte que les équipes Tornado Rocks ou Mountain Tanks, mais ne doit pas être sous-estimée, comme l'a prouvé cette saison. L'équipe est performante et les individualités sont bonnes. Cela se voit notamment sur leur dernier match contre Rusty Ruster, où ils écrasent leurs adversaires durant le brawl. Lorsqu'elle a le temps, l'équipe est capable de sortir de mouvements stratégiques. Le problème, c'est qu'ils sont encore assez lents et qu'ils peuvent être facilement attrapés si leurs adversaires bougent plus vite qu'eux. Il y a également des cas où ils sont trop agressifs, mais c'est principalement ce manque de spontanéité qui leur fait défaut. Néanmoins, l'équipe est peut-être celle qui a le plus de marge, capable d'aller chercher les meilleurs, comme de perdre contre des équipes de bas de tableau. Actuellement à la 7ème place, ils ont leur destin entre leurs mains, car leur dernier match est contre les Knekebrod, qui sont actuellement 6e. Ils sont capables du meilleur comme du pire, donc ce sera forcément un match intéressant à regarder et à analyser. Place maintenant à l'interview. Il s'agit ce soir de Nicolas Passemard, qui est venu nous présenter ses activités de responsable e-sport chez Wargaming Europe. Je suis à la tête du département sport électronique pour l'Europe, chez Wargaming, principalement sur World of Tanks sur PC. Et je m'assure de fournir un environnement compétitif à tous les joueurs
et de faire en sorte que les meilleurs puissent vivre de leur passion. En ce moment, je travaille principalement sur l'analyse du nouveau format qu'on a implémenté dans l'e-sports à haut niveau. On est passé d'un format qui autorisait 7 tanks avec un maximum de tier 8, 7 tanks avec un maximum de tier 10. Alors c'est bien, les tier 10 sont beaucoup plus spectaculaires, plus sympas à regarder, mais ils sont aussi plus différents, et certains un petit peu extrêmes. Donc on a un gros travail d'analyse des feedbacks de la communauté, des joueurs, des parties, pour savoir si on doit changer les cartes, changer l'équilibre des tanks, ou bannir le I100 par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un gros travail d'analyse et de réflexion. On a envie d'être prêt pour les grandes finals, et c'est mon chantier actuel principal. Les autres jeux qui monopolisent le haut de la scène e-sports mettent vraiment en avant le talent individuel. Que ce soit un faker qui va gagner son duel sur le mid à League of Legends, ou de savoir combien de clics par minute un joueur de StarCraft est capable de faire, on s'intéresse à la performance individuelle. World of Tanks est vraiment différent sur cet aspect, que c'est l'esprit d'équipe qui est plus important. On peut gagner avec une équipe composée, un patchwork de 7 individualités qui ont beaucoup de talent, mais on ne gagnera pas régulièrement. Ce qui compte vraiment dans World of Tanks, c'est l'esprit d'équipe. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est l'aspect stratégique. C'est crucial d'avoir un bon stratège à World of Tanks. Sans ça, on se fait rouler dessus comme aux échecs. Alors CSGO est assez proche de nous sur le plan stratégique, mais un petit peu en retrait quand même. C'est aussi un jeu qui met en avant les talents individuels, sans faire un headshot en une fraction de seconde. World of Tanks met beaucoup moins en avant le talent individuel, beaucoup plus l'aspect stratégique. C'est, je pense, les deux grosses différences du jeu. On a passé 2 bonnes années là à améliorer notre infrastructure, à faire en sorte de fournir à nos spectateurs et à nos joueurs qui sont dans le circuit quelque chose de très pro, de triple A comme on dit. C'est-à-dire un maximum qualité, comparable avec ce que propose Riot Games pour League of Legends, Valve pour CSGO, Blizzard pour tous leurs jeux. Maintenant qu'on est à ce niveau-là, moi j'ai envie que l'e-sports pour l'Europe revienne un petit peu à l'essentiel, c'est-à-dire l'amusement, le fun. Donc on va passer un petit peu de temps avec nos joueurs à s'assurer que quand ils font des activités avec nous, que ce soit un tournoi le week-end ou qu'ils essayent de grimper dans la Wargaming League par exemple, de passer en silver, eh ben que ces joueurs-là, ils se marrent, qu'ils n'aient pas de petites interférences à leur plaisir, que le jeu soit fluide pour eux, que l'expérience soit agréable. Ça va être mon objectif pour cette année, je pense. L'e-sport, c'est pas que spectaculaire, c'est aussi pédagogique. Quand je regarde une partie de Rocket League, j'ai envie de voir des joueurs faire des flips et me montrer me montrer ce sur quoi je dois progresser, me montrer l'exemple en fait, me montrer le chemin. En ça, c'est pédagogique. Je veux progresser, je regarde de l'e-sport. Et il faut avoir les outils qui donnent la possibilité de couvrir cet aspect-là correctement. Donc actuellement, on n'est pas parfait. On a What Replays, qui est un site communautaire qu'on soutient et qui fournit des replays, mais ce n'est pas des replays avec tous les angles, avec une caméra complètement libre, avec la possibilité de complètement bien manipuler, avec une certaine ergonomie intuitive, comme on voit dans d'autres jeux. Donc on n'a pas ça. What Replay nous aide, mais on ne l'a pas. On a aussi toutes nos parties de la Gold League, qui sont très intéressantes à regarder pour cet aspect pédagogique, qui sont sur YouTube ou sur Twitch. Et donc on couvre l'aspect, mais pas aussi bien qu'on le pourrait. Donc j'ai pas de date. C'est un aspect important, on ne le néglige pas, on va travailler dessus, mais j'ai vraiment pas de date pour l'instant à fournir quant à ce chantier-là. Il n'est pas prioritaire pour le moment parce que je considère que si j'ai un gros besoin de pédagogie World of Tanks, j'ai les outils actuellement en ligne pour y répondre. Je peux aller sur un wiki, je peux discuter avec la communauté, je peux me lancer dans un tournoi, regarder les parties de la Gold League. J'ai des outils déjà à disposition. Donc oui, c'est pas parfait, mais il y a déjà quelque chose. Je me souviens des premières grandes finals en 2014. J'accompagnais Victor Kisly sur scène. Il devait remettre le trophée au gagnant au moment de la dernière partie qui opposait Natus Vincere et Virtus Pro. Les Navi gagnent et laissent exploser leur joie sur scène. Les Virtus Pro sont invités à passer backstage. Et à ce moment-là précis, donc j'ouvre une parenthèse, j'ai plus ou moins la responsabilité du projet à ce moment-là, des grandes finals, c'est une grosse pression pour moi, et là l'événement s'arrête, donc j'ai une énorme pression qui s'en va tout d'un coup et soudainement, je prends conscience de ça. Dans mon champ de vision,
J'ai les navis qui sautent partout, qui pleurent, qui s'embrassent, qui sont tout contents. Dans un autre angle de mon champ de vision, j'ai les Virtus Pro qui sont abattus, qui se réconfortent les uns les autres, qui sont en larmes aussi. Et ça a fait une sorte de gros meltdown d'émotions qui fait que l'événement est assez gravé dans ma mémoire. C'est très représentatif de l'e-sport en général. C'est des moments qui sont très forts en émotions et des émotions très variées. C'est pas juste du fun, du jeu vidéo et de la compétition, c'est aussi de l'humain. On a un calendrier avec des échéances assez sympas à court terme. On a nos Season Finals à Cologne le 20 février qui vont couronner le champion d'Europe de World of Tanks. Et juste après, en début avril, à Varsovie, on a les grandes finals des championnats du monde, le moment phare de l'année. Donc là, tous les yeux seront tournés sur la Pologne pour savoir qui va ressortir gagnant. Les favoris, les outsiders, on ne sait pas. Mais ça va être des moments assez sympas. Pour ceux qui aiment World of Tanks, il faut regarder ça. Place maintenant au concours. Le concours de cette émission est dédié au char léger, puisqu'il récompensera celui ou celle d'entre vous qui fera le plus de dégâts à bord d'un scout. Pour participer, il suffit de nous envoyer le replay de votre partie jouée en mode standard à bord d'un char léger. Il n'y a pas de limite de tiers, mais la partie devra avoir été jouée entre maintenant et mercredi prochain minuit. Et maintenant, pour clore cette émission, j'ai le plaisir de vous présenter le meilleur replay Gold League de la semaine en duo avec Pupa Jim. Il s'agit ce soir du 5e match entre les Kazna et les Ding, alors qu'ils sont à égalité de partout. Alors, donc nous avons les Ding contre les Kazna avec une compo très légère côté Ding. Exactement, full medium avec une arty. Voilà, c'est vraiment très léger par rapport à l'équipe d'en face. Ouais, qui est globalement légère, mais avec voilà. 213 quand même. Donc, histoire de char assez rapide. Ouais, qui sera pas trop à la traîne, mais qui quand même pourra encaisser pour ses collègues. Ouais. C'est vrai que là, ces dernières semaines, systématiquement, il y a les 113 qui sont moins... Il y a moins 113 parmi une équipe, c'est drôle, quoi. Ça, c'est drôle. Ouais. Donc, pourquoi choisir un 113 par rapport à un IS-7 ? Je pense que ce serait plus la mobilité par rapport à l'IS-7. Au final, le blindage sert pas tant que ça. Mais ouais. Ça. Non, du coup, c'est quand même marrant de voir l'équipe en défense être plus mobile que l'équipe en attaque. C'est ça. Donc, les Kazna qui choisissent la 1, 2, 3. Ouais, qui remontent au centre. Et donc les Ding qui vont protéger l'objectif 2. Ils ont les 540 en def pour spotter la 1-2 côté Kazna justement. Ouais, pas se prendre un rush sur l'objectif. Ils perdent l'arty tout de suite. Ouais, il y a quand même un bat qui est parti pour aller voir ce qui se passe au niveau de l'objectif 1. Ok. Je sais pas s'il est spot. Ouais. Question. Bon, ça devrait pas tarder en tout cas. Ça c'est sûr. Ok, non, il ne devait pas être spot. Ah, tir qui est parti dans les taupes. Ça passera pas. Ok, ouais donc... Du coup un Batchat qui s'est positionné aussi en F2, position super intéressante pour avoir des angles un peu partout en fait. Qui peut taper la base en A3 et en même temps il peut taper tout ce qui est au milieu en E6, donc c'est une position très intéressante. Effectivement. Ok. Bon, pour le moment, aucune des deux équipes ne se commit trop. Non voilà, ça tempo pas mal, ça teste un peu, je pense pas qu'il y ait eu des PV de près de chaque côté, ils sont tous full quasiment. Ah, le Batchat a tenté une manœuvre pour réussir à monter, il a bien pris de l'élan en reculant, mais non, c'est pas passé. À mon avis, s'il fait ça, c'est que c'est possible de monter par là, mais je savais pas. Je pense qu'il a déjà dû le faire. Par contre, visiblement, ça marche pas à tous les coups. À mon avis, il va essayer de sortir à l'article, clairement. Ouais. Ça va être sa mission. Ouais, il peut le faire sans trop s'exposer, et puis ça permettrait de prendre l'avantage. Ok. Ça peut toujours faire mal, voilà. Ça passe. Mal, clairement. Ouais, il est spoté du coup. Ouais. Il était spoté très très vite. Je pense que si ça avance trop, il y a tout le monde qui peut avoir des angles quasiment sur lui, donc il faut qu'il fasse gaffe. Ah bah le TVP ouais, et le Batchat vont l'allumer, vont pas le manquer, donc non, ce serait suicidaire. Après là il est suffisamment menaçant pour bloquer le 140.
C'est marrant, ça tempo vraiment, il y a aucun tir qui part quoi, de chaque côté de l'équipe, donc c'est assez drôle. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont encore tous full life. Ah oui, il y a un Ouais, TVP c'est qui a pris un tir, c'est tout. ça. On n'est pas vraiment sur le full rush. Et ça sera d'autant plus violent quand ça va commencer. Ouais, je pense qu'ils vont essayer de bouger à partir du moment où ils ont sorti l'arty, parce que c'est vrai que ça peut faire très très vite mal quoi, donc... Ah bah sur... ouais, à part sur les 113, ça fait vraiment très mal même, tir 8. Les 113 qui poussent là en D2, Ça va débloquer la situation. peut-être ouais. Donc tir bien raté de l'artillerie. Oula, le Kazna, le Batchat Kazna a pris vraiment très très cher, il y a plus qu'à Ouais. 5% des PV. Ok. Partie sortie. Ok. Les 113 qui mettent la pression. Ça serait bien de sortir ce 140 parce qu'il risque d'embêter vraiment très fortement. Ah d'accord, la position du Batchat, je sais pas si vous avez vu, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Ouais, en haut de la colline. Je savais qu'on pouvait monter par là, mais c'est vrai que c'est assez rarement exploité et ça prend tout son intérêt justement pour taper les 113. Je pense qu'ils ont été surpris. Ah, dommage, il a pas pu sortir le 140. Ouais, je pense que c'était du fait de son premier tir raté. Il manquait un obus pour terminer l'opération. Bon, pour l'instant, ils n'arrivent pas à débloquer la situation, les Kazna. Ils sont un peu bloqués, ils n'arrivent pas à prendre l'avantage. Ouais, ils ont deux chars si. très low life. Là, c'est ça quoi. Au niveau des PV, c'est un peu juste quoi. Mais bon, c'est assez équilibré encore. Voilà, le 140 qui fait vraiment chier, hein. Il est plus qu'à 12%, mais du coup, il embête bien les 113 quoi. Bah ouais, du coup, le 113 qui reste, et ouais, malheureusement, le Batchat est encore en train de reload. Dès qu'il aura terminé, il sortira le 140, enfin. Mais c'est pas encore fait. Ouais, le 113, Ouais, il est un peu coincé en fait, il peut juste Ouais. rien faire. Clairement. Ah, push ligne E. Ouais. On a les maîtres qui s'avancent. On va voir ce que ça donne. S'ils arrivent Il y a moyen de sortir le Batchat à 5% et avec le TVP aussi. Un peu de chance, il rush à 3. Ça se regroupe un peu. Oh putain, il prend cher. Je pensais pas que le TVP avait un angle là. Par contre... Ah, du coup, il est vraiment à poil maintenant. Ils ont perdu des PV un peu bêtement, c'est dommage. Ouais. Il a pu placer qu'un seul tir. Ça serait bien de sortir ce Batchat. Ah non, ça va être compliqué. Là, en même temps, il le force à avancer. Trop cher. Ok, il est sorti le Batchat. Parfait. Ouais, ils ont pris clairement l'avantage. Maintenant, le TVP, ouais, il n'y a plus que deux survivants dans le pauvre RU. Ouais, c'est tranquille. Bon, j'espère que ça va pas faire comme la semaine dernière où à 2 ils vont réussir à remonter quoi. Ça paraîtrait quand même difficile. Ouais, non, là ça me paraît vraiment très compliqué. Même si au niveau des PV ça joue pas avec énormément de différence, il y a 1000 de différence. Mais bon, là clairement, ils sont split, ils peuvent rien faire. Ouais. Voilà. Ok. Bon, Bah 7-1 quand même. Hein. Ouais, c'est comme une large domination des Ding. Mais avec beaucoup de chars à 40 points de vie. C'est ça, ouais, mais ça a mis longtemps, ils ont mis du temps à pusher et à tenter l'action. C'est les Kazna au final qui ont fait le mouvement, c'est normal, ils étaient en attaque. Les Ding avaient aucun intérêt d'attaquer. Voilà. Non, clairement, ils ont bien temporisé. Au final, ils ont perdu que leur artillerie et C'est vraiment une belle défense de leur part. Clairement. Ouais. Bon, et ben merci d'avoir commenté ce replay avec moi et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, c'était le meilleur replay de la semaine, commenté avec la participation de Pupajim. Je vous laisse maintenant en compagnie de l'ami Kiefer et d'un tutoriel consacré aux chasseurs de chars. Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que Pupajim et moi-même commenterons dès le 15 février des matchs du tournoi Underdogs. Ces commentaires se feront en live sur la chaîne généraliste de gaming et verront s'affronter la crème des équipes francophones de World of Tanks, donc ne ratez pas cet événement. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour la conclusion de la Wargaming Gold League Europe.